En partant de tout ce que nous nous sommes dit jusqu'à présent, comment construire une entreprise responsable? Comment intégrer la RSE à son organisation? Quels conseils souhaiteriez-vous donner aux dirigeants? Donc la première chose que je vais dire, c'est de pouvoir repenser la légitimité de l'entreprise. Beaucoup disent que l'entreprise est faite pour faire du profit. Je fais partie des gens qui pensent que le profit est absolument indispensable, sans quoi l'entreprise disparaît, mais c'est un moyen au service d'une légitimité qui est d'être un acteur, une cellule vivante dans un tissu humain et écosystémique global ou local, et de pouvoir apporter une réponse à quoi je sers. Je peux fabriquer des médicaments. Ces médicaments soignent des gens, mais en même temps disséminent des molécules dans l'environnement et stérilisent les hommes. Donc en fabriquant des médicaments et en traitant la question de la santé, finalement je peux la dégrader. Donc la question c'est finalement mon entreprise, si elle fabrique des médicaments, en quoi elle peut élever sa légitimité pour contribuer à un enjeu de service public qui serait ici l'enjeu d'une santé. C'est-à-dire comment je peux éradiquer les empreintes ou les impacts négatifs liés à mon activité que je viens de citer dans cet exemple, et au contraire aller plutôt vers des activités de prévention et de consolidation de facteurs de bonne santé, on appelle les déterminants de santé. Donc repenser la légitimité de l'entreprise comme étant un acteur dont les échanges avec les autres servent à enrichir le commun. La deuxième chose, c'est que du coup ça interroge le modèle d'activité de l'entreprise. Reprendre cet exemple, prenons un autre exemple, je ne vais pas la citer, mais quand une entreprise qui faisait des mousquetons pour des alpinistes se met à faire des vestes en recyclant des bouteilles en PVC, c'est un premier acte d'économie circulaire pour recycler des déchets. Et quand cette entreprise change son modèle d'activité en payant des utilisateurs de ces vestes quand elles sont usagées pour les réparer, première réaction de certains actionnaires, c'est de dire mais vous êtes fous, vous allez faire perdre du chiffre d'affaires, sauf que le chiffre d'affaires a augmenté par 2, tout simplement parce que cette entreprise a changé son modèle d'activité pour être contributrice du commun. Et que beaucoup de citoyens qui n'étaient pas consommateurs ont été touchés par cette conscience et se sont mis à acheter les vestes. Donc on voit bien que quand on commence à toucher sur la légitimité de l'entreprise et son modèle d'activité, c'est créateur d'activité et de différenciation. Repenser la légitimité de l'entreprise et son modèle d'activité n'est pas une mince affaire. Quelles incidences voyez-vous sur la gouvernance, l'organisation, le management et plus généralement les modes de faire et d'agir de l'entreprise ? Ça signifie beaucoup de formation, beaucoup d'éducation, beaucoup de pédagogie. Car aussi bien en interne dans l'entreprise pour les équipes qu'en externe pour les parties prenantes, nous avons à nous rapprocher, à nous comprendre mutuellement. Non pas à nous opposer de façon stérile en pensant que nous avons raison et qu'ils ont tort, mais plutôt à regarder les points qui nous font converger pour, même si nous sommes en désaccord, ensemble, pouvoir agir ensemble. Et donc cette question de formation et d'éducation est absolument fondamentale pour comprendre les mécanismes qui sont en lien avec la question du développement. Ça nécessite donc du coup de développer un management responsable. Un management responsable dans lequel les managers sont eux-mêmes avertis, aguerris dans la compréhension que s'ils apportent des réponses à la manière dont ils impactent par leurs produits, leurs services, l'entreprise elle-même, s'ils impactent certains enjeux sociétaux, le fait même de pouvoir corriger ces impacts, diminuer impact négatif, augmenter impact positif, est un levier pour développer leur propre organisation. Et que je n'ai aucun souci que l'organisation puisse se développer mieux que les autres si elle valorise davantage le commun. Ça appelle évidemment à ce que la gouvernance de l'entreprise collaborative dont je parlais soit élargie à une gouvernance collaborative des États et des mécanismes de décision publique pour pouvoir encourager et discriminer positivement les entreprises qui enrichissent le commun. On pourrait imaginer que les États aient une fiscalité discriminante. Plus vous enrichissez le commun et moins vous payez d'impôts, et plus vous le dégradez, plus vous en payez. Ce qui est normal, parce que si vous enrichissez le commun, eh bien vous êtes à ce moment-là exonéré d'une partie, évidemment pas toute, contribution financière. Cela nécessite donc du coup de développer une organisation responsable. S'il y a management responsable, il y a organisation responsable. Qu'est-ce que c'est qu'une organisation responsable? C'est une organisation qui met dans la conscience
dans ces processus, la conscience de sa relation à la société. Et c'est des choses extrêmement concrètes. C'est comment une DRH, comment une direction achat, comment une direction production, comment une direction régionale, comment une entité locale, comment une agence de représentation intègre dans son activité, dans son organisation, la conscience de ses impacts. Comment on fait que 100% du personnel de cette entité soit consciente, collectivement et individuellement, des impacts qu'elle génère sur les enjeux de société. Cela nécessite donc du coup de repenser la comptabilité de l'entreprise, de compter ce qui compte. Or aujourd'hui, nous comptons des choses qui ne comptent pas. Certes, ça compte pour la bourse, ou ça compte pour les actionnaires, ou ça compte pour le comptable, mais si on se situe sur un plan du commun, nous comptons souvent des choses qui ne comptent pas, et nous ne comptons pas les choses qui comptent. Donc réinventer, nous avons mis peut-être 200 ans à inventer un standard comptable international commun, on en est à peine à la préhistoire pour inventer un standard plus large qui intègre une comptabilité du commun, ou de l'enrichissement ou de la dégradation du commun. C'est une œuvre fondamentale qui est devant nous au XXIe siècle. Cela nécessite du coup, je viens de parler d'impact plusieurs fois, et parler d'impact, un impact n'existe pas en soi. L'impact, c'est le résultat sur un tiers d'une pratique que j'ai. Et l'impact dépend évidemment du contexte dans lequel je pratique. Telle pratique ici peut être jugée comme valorisante ailleurs ou dévalorisante encore dans un troisième endroit. Donc il est important pour pouvoir savoir si je vous impacte positivement ou négativement, je ne peux pas le savoir si je ne vous interroge pas, si je ne dialogue pas avec vous. C'est vous qui allez me dire si vous vous sentez impacté ou pas impacté par moi. Donc le dialogue 2.0 avec l'ensemble des parties impactées devient constitutif d'une performance de l'entreprise. Puisque je peux avoir un produit ou un service qui est de qualité, qui répond aux spécifications légales, à la réglementation, qui me permet de gagner de l'argent, mais qui est jugé non acceptable par mes parties prenantes. Et s'il est jugé non acceptable, on a vu Metal Europe qui a disparu parce qu'elle était jugée non acceptable dans sa capacité à remédier le sol qu'elle avait charge d'entretenir. Donc la question de l'acceptabilité par la société, par les acteurs de la société, devient un enjeu business, devient un levier de pérennité de l'entreprise. Donc le dialogue partie prenante a pour objectif de piloter cette acceptabilité. Et je voudrais terminer sur deux points, c'est que à l'extérieur de l'entreprise elle est faite pour vendre un savoir-faire sous forme de produits et de services, et donc comment elle exerce au cœur de sa vente une pédagogie sur ce qu'est la responsabilité, à la fois sur l'usage du produit et du service, sur ce qui va se passer après l'avoir utilisé, sur l'utilité sociétale du produit, pour aider l'acheteur à discriminer des produits qui ont une utilité supérieure. Et donc c'est comment l'entreprise devient un vecteur de pédagogie pour une consommation responsable, ou pour un usage responsable des produits qu'elle vend. On commence à le voir dans certains cas. Et le dernier point que je voulais évoquer, c'est que ça nécessite de rapprocher l'entreprise, la société et les scientifiques, mais les scientifiques qui sont moins dans l'approche analytique et plus dans l'approche analogique, plus dans l'approche presque neurologique des neurosciences, donc plus dans l'approche du principe d'incertitude, plus dans l'approche du je ne sais pas, plus dans l'approche du doute, car c'est le doute qui crée et non pas la certitude. Et donc du coup, le rapprochement des acteurs entre les acteurs de l'entreprise, les acteurs sociétaux et les acteurs de cette science qui naît aujourd'hui sous nos yeux devient un levier pour l'entreprise à sa disposition, sous tant est qu'elle y aille. Alors, tous ces leviers pour construire une entreprise responsable nous aident à passer d'une économie de la rareté à une économie de l'infini, à une économie circulaire. Et que ce que je peux constater dans mon travail, c'est que lorsque on travaille sur le développement de l'entreprise, dans la réintroduction du sens de à quoi sert notre entreprise, à quoi servent les pratiques que j'ai tous les jours, le réenchantement est immédiat et la remobilisation des femmes et des hommes dans l'entreprise devient un vecteur d'authenticité et un vecteur de développement.
Merci Olivier Dubigeon d'avoir accepté de participer à notre émission, d'avoir livré votre vision du développement soutenable, d'avoir partagé votre enthousiasme sur un monde plus solidaire où chacun participe à enrichir le commun. Merci également à toutes celles et tous ceux qui sont fidèles à notre émission des entreprises et des hommes. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle émission et d'ici là, n'hésitez pas à réagir et à poster vos commentaires sur notre blog au www.contributionlibre.com. Au revoir et à bientôt.